Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Nadège Ilakose. Nous sommes le vendredi 14 février 2025. Bienvenue à ce journal dont voici les titres. La jeunesse burundaise, surtout celle issue du parti CNDD-FDD, devrait réfléchir 2 fois avant d'accepter les formations et les enseignements basés sur la haine véhiculée par ce parti. Appel lancé par la coalition Sephora-Roucha après que certaines autorités de la commune Nyanzarake aient été accusées de propager les enseignements de haine au sein de la jeunesse du parti CNDD-FDD. Les militants des droits de l'homme au Burundi ont été persécutés durant les 10 dernières années. Cela transparaît dans un bilan présenté ce vendredi par la coalition burundaise des défenseurs des droits de l'homme, CBDDH. Le Fonds monétaire international, FMI, a proposé des voies de solution pour que le Burundi puisse sortir du piège de la croissance faible et de l'inflation élevée. Dans quelques secondes, le développement de ces titres. Bonsoir, débutons ce journal par la page sécurité. Un jeune garçon est décédé ce jeudi matin des suites des blessures lui infligées par son père avec qui il s'était bagarré sur la colline Karagara, commune et province Rumonge. Nos sources à Rumonge indiquent que l'auteur du crime est toujours libre et demande qu'il soit arrêté. Les détails avec Emmanuel Ndaïchimiye. Ce jeune garçon mort ce jeudi matin est connu sous le prénom d'Emery et était âgé de 17 ans. Cette victime, qui était en élève, est originaire de la colline Karagara, commune et province Rumonge. Selon nos sources à Rumonge, indique que ce jeune garçon est décédé suite aux blessures lui infligées par son père Dino de Hakizimana, avec qui ils étaient bagarrés durant la nuit de mercredi dernier. La victime s'est disputée avec son père qui lui demandait pourquoi il n'allait plus à l'école et il a mal répondu à son père et la bagarre a éclaté. Et après, le jeune homme a été sérieusement tabassé par son père jusqu'à lui mettre dans un état critique. Le matin de ce jeudi, ce jeune garçon est mort. Les informations en provenance de Rumonge révèlent que l'enterrement de ce jeune garçon n'a pas encore eu lieu et l'auteur du crime est toujours libre. D'où des habitants de la commune Rumonge demandent que l'auteur du crime soit traduit en justice. Nous n'avons pas pu joindre les autorités administratives et policières en commune de Rumonge pour donner plus d'éclaircissements. Merci Emmanuel Ndaïchimiye. En page droits de l'homme, le code de procédure pénale est très clair sur le délai de la garde à vue, qu'une personne ne doit pas dépasser 14 jours détenue dans le cachot de la police. Ainsi, les détenus croupir au cachot pendant plusieurs mois, c'est en outre une violation flagrante des droits de l'homme. Réaction de maître Félix Nyonguru après que les habitants de la province de Changuzo ont alerté pour les détenus du cachot du commissariat de police de cette province de Changuzo dont la santé est menacée par leur surnombre. Suivez plutôt maître Félix Nyonguru. Nous avons appris que les détenus du cachot du commissariat de la province de Changuzo sont menacés par le surnombre, que curieusement ce cachot était destiné à accueillir 15 personnes, mais qu'actuellement compte une quarantaine, et que la plupart de ces détenus viennent d'y passer plusieurs mois, et que même cette surpopulation a déjà affecté la santé de ces détenus. Et nous dénonçons avec énergie ce traitement inhumain infligé à ces détenus, tout en rappelant que tôt ou tard, les auteurs seront poursuivis et punis conformément à la loi. La loi est claire en ce qui concerne la garde à vue. Voilà l'article 34 du Code de procédure pénale qui stipule que la garde à vue de la police judiciaire ne peut excéder 7 jours francs, sauf prorogation indispensable décidée par l'OMP, l'officier du ministère public, ayant comme limite maximale le double de ce délai, c'est-à-dire 14 jours. Le ministère public peut ordonner à tout moment que soit fin à une garde à vue qu'il n'estime pas ou plus justifiée. Ce défenseur des droits humains au Burundi ajoute également que le manque de carburant dans le pays ne devrait pas être un prétexte
pour violer le droit de la personne humaine. À cet effet, il interpelle tous les responsables du secteur de la justice et la Commission nationale indépendante des droits de l'homme au Burundi, la CNIDH, de tout faire pour que la loi soit respectée dans les cachots. Encore une fois, Maître Félix Nyonguru. Le manque de carburant ne peut justifier en aucun cas cette violation flagrante de la loi, raison pour laquelle nous lançons un appel vibrant au commissaire provincial à Chankuzo, s'il n'est pas complice bien sûr, de suivre de près les activités des policiers sous son contrôle pour que ces détenus soient rétablis à leurs droits. Au procureur de la République de la province de Chankuzo de s'appuyer sur l'article 85 du Code de procédure pénale qui stipule que le ministère public exerce l'action publique et requiert l'application de la loi. C'est lui qui dirige et contrôle l'activité des officiers de police judiciaire, tous les agents publics ayant la qualité d'OPG et fait le plus tôt possible l'inspection d'assaut cachot afin de libérer ces personnes illégalement détenues. À l'administration, surtout au gouverneur de la province de Chankuzo, de suivre de près cette situation, surtout que c'est lui le président de la République dans sa province. À la Commission nationale indépendante des droits de l'homme de faire une descente urgente dans la province de Chankuzo et surtout faire une inspection d'assaut cachot afin que ces personnes retrouvent la liberté. Et enfin, au ministère de la Justice, de ne pas être inerte devant cette injustice et d'agir le plus rapidement possible afin de sauver la vie de toutes ces personnes qui se trouvent d'assaut cachot à Chankuzo. Toujours en parlant droits de l'homme, la vie des militants des droits de l'homme au Burundi n'a cessé d'être persécutée durant les 10 dernières années. Déclaration faite par la coalition burundaise des défenseurs des droits de l'homme, CBDDH, à travers un bilan présenté ce vendredi 14 février 2025, qui revient sur les violations infligées aux défenseurs des droits humains durant les 10 dernières années. Eulalie Nividzi, la directrice exécutive de la CBDDH, donne des exemples de militants des droits de l'homme arrêtés et emprisonnés, d'autres portés disparus, ainsi que ceux qui ont été tués par le régime en place au Burundi. Je vous propose d'écouter Eulalie Nividzi, directrice exécutive de la CBDDH. Au cours des 10 dernières années que viennent de passer la CBDDH, le constat est que ça a été les années les plus dures de la vie de la société civile et de la défense des droits humains au Burundi. Pendant les 10 dernières années, la CBDDH a observé un environnement restrictif, marqué par des violations intenses, un environnement de violence, un environnement de répression, mais aussi un environnement de violation massive et diversifiée des droits humains et des défenseurs des droits humains. Pendant les 10 dernières années, nous avons observé des violations qui touchent à la vie des défenseurs des droits humains, c'est-à-dire les droits humains des défenseurs des droits humains, comme les droits humains de toute la population burundaise. Et pendant les derniers 10 ans, des défenseurs des droits humains ont été arrêtés, emprisonnés, sans jugement, sans mandat d'arrêt, et ceux qui ont été jugés n'ont pas bénéficié du droit de défense. Ils ont été emprisonnés arbitrairement. Des défenseurs des droits humains ont été tués, d'autres ont été kidnappés et retrouvés cadavres. Il y a des défenseurs des droits humains qui ont échappé à la mort. Il y a des défenseurs des droits humains qui ont vécu une situation inacceptable, qui ont été forcés à l'exil par cette répression, et ils ont été forcés à l'exil afin de continuer de faire leur travail. Des médias ont été brûlés, des organisations de la société civile ont été radiées, il y en a qui ont été condamnés à perpétuité. La conséquence de ces violations contre les défenseurs des droits humains et contre leurs organisations, c'est l'exil. Les organisations de défense des droits humains, les journalistes, mais aussi les autres défenseurs des droits humains travaillent individuellement en peur. C'était Eulalie Nividzi, la directrice exécutive de la CBDDH. Dans un instant, nous continuons ce journal avec la page politique. À présent, page politique, la jeunesse burundaise, surtout celle issue du parti CNDD-FDD, devrait réfléchir 2 fois avant d'accepter les formations et les enseignements basés sur la haine véhiculés par ce parti. Propos de Jean Bosco Guigemera, vice-président de la CEFOR Arusha. Ce politique interpelle la jeunesse burundaise de bien savoir que leur ennemi numéro 1 est la pauvreté, de même que toutes ces personnes
qui leur donne des enseignements de haine ethnique. Les exercices paramilitaires se déroulant actuellement au bénéfice des jeunes ne diffèrent en rien à ceux organisés à Michiha dans Chankuzo et ceux qui s'organisaient il y a 10 ans en cachette à Kiriba Ondès, à l'est de la RDC. Seulement, une attention particulière doit être attirée à la communauté tant nationale qu'internationale sur le fait que ces exercices sont accompagnés des enseignements sur la haine des jeunes Hutus contre les Tutsis. Cela se passe dans Nyanzalak, en province de Makamba. Cela s'inscrit donc dans la continuité de cette guerre qui se vit en RDC, où Ndayishimiye continue d'envoyer au nord tout comme au sud Kivu des troupes burundaises combattre et tuer les Tutsis du M23 aux côtés des FARDC et leurs alliés. En établissant un lien avec le discours de ce président de ces derniers jours, en particulier en province de Kirundo, où il lance un appel à la population de Nyanzalak jusqu'à Kirundo pour combattre le Rwanda en cas d'attaque par ce dernier, je crains que ce président veuille rééditer la scène macabre des Interahamwe de 1994 au Rwanda. Je rappelle que ces Interahamwe sont actuellement sous le sol burundais depuis longtemps et bénéficient d'un soutien de la part du gouvernement. Le conseil a prodigué à cette jeunesse est de ne pas être dupe. Ce ne sont que des outils dont les leaders se servent pour arriver à leur fin. Plusieurs exemples devraient servir de leçon, que ce soit ici au Burundi en 1993 ou encore au Rwanda en 1994. Les éléments des FDR qui sont en RDC ou au Burundi sont pour la plupart des enfants des Interahamwe ayant commis le génocide au Rwanda. Qu'ont-ils récolté 30 ans après le forfait? Et la misère dans laquelle vit actuellement le Burundi où cette jeunesse meurt. Qui en est responsable? Est-ce le pauvre Tutsi voisin qui vit dans les mêmes conditions ou ce sont ses autorités? De plus, Jean Bosco Bouigemera invite les autorités à penser au retour des enseignements qui prônent la paix. Il demande également que tous les responsables qui propagent les enseignements de haine soient punis. Encore une fois, on écoute Jean Bosco Bouigemera. La position de ce fort Arusha par rapport à la situation reste la même. Il faut un vaste programme d'éducation à la paix, de concorde nationale basé sur le respect du droit à la vie et sur le plus jamais ça. Il faut également des enseignements axés sur l'identité murundi visant à inculquer chez les jeunes des valeurs et non des contre-valeurs et visant à éclairer toutes les catégories que l'appartenance ethnique n'a pas de valeur ajoutée et qui met à l'honneur le concept de la vérité, du Bushinganare, les compétences, la convivialité dans le vivre ensemble. Il faut également des mécanismes clairs d'éradiquer l'idéologie de génocide. Quiconque s'en sert pour accéder et ou se maintenir au pouvoir doit être combattu sans embâche. Les conseils à prodiguer aux responsables de l'État, si ce n'est pas trop tard, sont les suivants. La voie de discrimination, encore moins l'idéologie génocidaire, n'a réussi nulle part. Les exemples d'échecs sont nombreux, que ce soit au Burundi, au Rwanda ou ailleurs. Les responsables du gouvernement sont donc invités à rectifier le tir et à enseigner l'unité que nous avons adoptée le 5 février 1991. De cette manière, quand l'échéance viendra, ils partiront tête haute. Car doivent-ils l'accepter, même si ce n'est pas guère dans leur entendement, ils doivent dégager un jour et ils ne seront ni les premiers ni les derniers. C'est le cours de l'histoire. Je vous remercie. Jean Bosco Bouigemera réagit après que certaines autorités de la commune Nyanzalak aient été accusées de propager les enseignements de haine au sein de la jeunesse du parti CNDD-FDD. Parlons économie unifiée, immédiatement les taux de change officiels et parallèles et réformer le marché de change. Ce sont deux actions urgentes que le Fonds monétaire international propose au Burundi pour sortir du piège de la croissance faible et l'inflation élevée. Celles-ci sont parmi les réponses aux questions clés sur le programme du Burundi et le FMI, rendu public le 7 de ce mois de février. Les détails avec le vice Nyondima. Le FMI propose d'initier le taux de change officiel et parallèle et de réformer le marché de change parce que, d'une part, le régime de change actuel et la forte prime de change qu'il provoque donnent lieu à de vastes distorsions dans l'économie qui constituent les principaux obstacles à la stabilisation économique.
Selon le FMI, le système actuel cause des pénuries prolongées de carburant, des perturbations dans les chaînes d'approvisionnement, des obstacles à l'expansion des exportations agricoles et porte préjudice à l'investissement direct étranger. Le FMI rappelle qu'il a constamment recommandé, depuis 2022, plusieurs réformes visant à réduire des déséquilibres, dont notamment l'unification du taux de change officiel et du taux de change parallèle, la libéralisation du marché de change et l'adoption d'un régime de change flottant permettant au taux de change de refléter les fondamentaux de l'économie. D'autre part, le FMI estime que ces réformes de change constituent une condition préalable importante pour que le Burundi réalise son potentiel économique, en plus d'opérer des réformes en matière de ses politiques budgétaires et monétaires de soutien et les réformes structurelles destinées à soutenir la croissance du secteur privé, l'investissement étranger et les exportations. Par ailleurs, le FMI minimise l'impact inflationniste de l'unification des taux de change car, selon ses services et à titre illustratif, 70% des biens importés sont déjà en grande partie financés au taux du marché parallèle, de sorte que les variations du taux officiel ne les affecteraient pas directement. Le FMI mentionne que les prix intérieurs ont augmenté sensiblement en 2024 malgré la stabilité du taux de change officiel et que le carburant est toujours importé au taux de change officiel, ce qui explique les graves pénuries d'essence. Toutefois, le FMI reconnaît que l'ajustement du taux de change officiel entraînerait une hausse des prix des carburants à la pompe, mais qu'il améliorerait grandement l'approvisionnement en carburant. Le prix des carburants sur le marché parallèle est déjà beaucoup plus élevé que le prix réglementé, mais les services du FMI estiment que, suite à une unification des taux de change, les prix des carburants seraient nettement inférieurs aux prix actuels sur le marché parallèle. Merci Clovis. Nyondima, clôturons ce journal par la page Société. Certains habitants du chef-lieu de la province de Cibitoke se lamentent de la lenteur remarquable dans le processus d'octroi des compteurs d'eau et d'électricité au sein de la régie de production et de distribution d'eau et d'électricité du Burundi, Régie des eaux, malgré le paiement de frais d'achat de ces derniers. Ceux qui se sont entretenus avec la radio publique africaine ce vendredi disent ne pas comprendre ce qui est à l'origine de ce retard, surtout que la Régie des eaux avait récemment informé au public qu'il y a un nombre suffisant des compteurs d'eau et d'électricité. Reportage signé Claude Mbananayo. Selon ses habitants du chef-lieu de la province de Cibitoke, une période entre 6 et 7 mois vient de s'écouler alors qu'ils attendent toujours l'octroi de ces compteurs. Parfois, quelqu'un peut faire une demande d'un compteur d'eau ou d'électricité, mais ça prend une éternité alors qu'il a déjà payé les frais exigés. Il y a même ceux qui ont payé il y a 7 mois qui attendent mais en vain. On se demande où réside le problème. Cependant, cette population dit ne pas comprendre cette lenteur dans son processus d'octroi des compteurs d'eau et d'électricité, alors que la Régie des eaux avait récemment informé au public qu'il dispose d'un nombre suffisant de ces compteurs dans son stock. Dernièrement, la direction de la Régie des eaux a annoncé que les compteurs d'eau et d'électricité sont en nombre suffisant. On se pose la question, alors, où vont les frais qu'on leur donne? C'est le même cas pour les compteurs d'eau et d'électricité. Par manque de choix, ses habitants essaient de se débrouiller en s'alimentant en courant électrique en provenance des compteurs électriques de leurs voisins. Autre chose, c'est que la Régie des eaux procède souvent à la coupure du courant pour ceux qui essaient de s'alimenter à leurs voisins au lieu de résoudre le vrai problème. Il demande à la Régie des eaux de trouver solution à ce problème. Je crois que la meilleure solution est de procéder à l'octroi de ces compteurs d'eau et d'électricité. Nous dénonçons également le comportement de certains agents de la Régie des eaux dans cette province. Contacté à ce sujet, le chef de la Régie des eaux en province de Cibitoke s'est réservé de tout commentaire.
Merci à toi, Claude Mbananayo. Et voilà, chers auditeurs, c'est ici que nous mettons un point final au journal du 14 février 2025. Merci pour votre attention. Merci également à l'équipe rédactionnelle ainsi qu'à l'équipe technique. Bon début de week-end à tous.